Bonjour et bienvenue à l'émission Islam pour la deuxième partie des chemins de la réussite dans les Hauts-de-France. Nous sommes aujourd'hui à Roubaix qui nous accueille comme la semaine dernière dans son bel hôtel de ville et je vous invite à me suivre à l'intérieur pour retrouver nos invités. Pour nous accompagner sur les chemins de la réussite dans les Hauts-de-France, nous sommes ce matin en compagnie de Julien Talpin, chercheur au CNRS et à l'Université de Lille, co-directeur du GIS Démocratie et Participation. Bonjour à vous. Et de Homero Marangiu Peria. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences sociales, spécialiste de l'islam de France. Et la semaine dernière, en fait, vous nous avez brossé à grands traits l'histoire de ces communautés migrantes qui sont venues s'installer dans cette région. Ça a été une forme d'immigration choisie. Et est-ce que ça donne quelque chose de particulier dans la manière dont, finalement, cette immigration massive a été perçue dans cette région? Alors, dans un premier temps, c'est les entreprises qui ont des besoins. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il faut reconstruire les pays européens et il y a un besoin qui est piloté directement par les autorités françaises. Alors quand on parle d'immigration choisie, il faut être très prudent sur le terme car il s'agit d'une main-d'œuvre qui est assez importante et on n'a pas fléché tel type de population ou tel autre, sauf pour une population plus précisément, ce sont les Marocains, ce que l'on appelle les Chleuh, les Berbères du sud du Maroc, qui eux ont été recrutés pour travailler spécifiquement dans les mines. Pour les autres populations, il y a une répartition assez différenciée, même si les populations algériennes ont travaillé beaucoup plus dans la métallurgie et le textile. Est-ce que cette perception de l'autre, finalement, de l'autre qui arrive, a évolué avec le temps, Julien Talpin? Alors, au départ, il faut quand même rappeler qu'il y a eu beaucoup de difficultés et que la société française a montré quand même assez raciste et peu accueillante à l'égard de ces vagues d'immigration, tout particulièrement des immigrés arrivant de nos anciennes colonies. Et quand bien même, si on prend le cas de l'Algérie, par exemple, où il y a beaucoup de descendants d'Algériens ici à Roubaix, qui a été un département français, ils n'ont pas été accueillis les bras ouverts, quand bien même ils étaient pour certains des anciens Français musulmans d'Algérie. Progressivement, néanmoins, l'intégration s'est faite, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je vous propose à présent de découvrir un artiste original et inspiré, Chawki Derwish, sujet préparé par Nazim Belabdelwahab. Comment donner forme au spirituel? Comment interpréter les textes religieux, en capter la beauté et le message? Avec ses mains et son talent, Chawki Derwish, sculpteur sur bois, s'inspire du sacré de toutes les traditions pour nourrir son art. Armé d'une masse et d'une gouge, il sculpte le bois de chêne, de noyer, de hêtre ou d'olivier pour nous guider sur les voies de la spiritualité. Alors là, je suis en train de travailler sur une pièce de tilleul. Donc au niveau de l'inspiration, on est dans l'art sacré de l'islam, avec cette géométrie sacrée où on a le cercle qui est divisé par un certain nombre, ici c'est par 8, et qui permet des possibilités tout simplement infinies. Chawki a 15 ans lorsqu'il débute son initiation. Fruit du hasard ou de la destinée, ce natif de Lille déménage avec sa famille dans la région de Tlemcen, en Algérie. Trop âgé pour poursuivre sa scolarité en arabe, il est inscrit à un CAP de sculpteur sur bois. Loin d'être vécu comme une contrainte, c'est pour lui une révélation. Pendant mon CAP de sculpteur sur bois, on faisait des motifs, des arabesques, des entrelacs géométriques, mais je n'imaginais pas du tout qu'il pouvait y avoir un arrière-plan métaphysique derrière des motifs que je réalisais. Pour moi, c'était uniquement décoratif. Chawki mesure la portée de ses créations à son retour en France. À cette époque, il baigne dans le dialogue interreligieux. En parallèle, ses lectures sur l'art et le sacré lui ouvrent de nouveaux horizons. Ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'interpelle, c'est de mettre en avant ces différents modes d'expression artistique dans les différentes cultures spirituelles, où à un moment donné, il y a ces résonances qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent au-delà de la forme. Sur son chemin, Chawki fait la rencontre de Françoise Huchon. Artiste elle aussi, elle propose en plus des ateliers d'écriture auxquels il participe.
Le sculpteur sur bois réalise l'un de ses rêves, publier un livre avec des photos de ses créations, des légendes et des poèmes. On peut essayer de dire ce que la divinité n'est pas. On peut aussi essayer de dire ce que le divin est. Il est ce qu'elle est, lui qui lui, jour et nuit, majesté et beauté, en témoignage de l'unité. C'est essentiel, c'est vital que des personnes comme Chouki viennent rompre sous ces cercles enfermants pour englober encore une fois dans un grand cercle, je reviens à cette notion d'âme du monde, où tout le monde peut se rejoindre, tout le monde peut converger, parce que finalement tout le monde dit la même chose avec un vocabulaire différent. Chouki ne manque jamais l'occasion de partager son art avec le public lors de salons comme ici à Lens. De là naissent souvent des échanges au cours desquels Chouki transmet sans relâche son message pour le dialogue, la tolérance et la fraternité. Bonjour Chauki Dervish. Bonjour. Alors on a compris dans le sujet que vous êtes artiste à plus d'un titre, non seulement sculpteur sur bois mais aussi poète. Quelle est votre source d'inspiration ? Alors, ma source d'inspiration, effectivement, ce sont les symboles et les textes des différentes traditions spirituelles. Dans le sens où je suis tombé dans la marmite du dialogue interreligieux un peu au début des années 90. Et grâce à justement cette formation de sculpteur, il y a eu comme une fusion entre les deux. Donc, d'une part, la sculpture sur bois et d'autre part, tout cet univers du sacré que j'ai intégré pour faire mes sculptures. Est-ce que vous avez l'impression que finalement l'islam n'est pas perçu tel que vous le percevez, et est-ce que vous pensez que justement votre parole peut aider à mieux faire comprendre ce qu'est l'islam ? Alors effectivement, je suis complètement intégré dans cette tradition de cette multiplicité des messages qui sont littéralement, pour le coup, rappelé dans le Coran lui-même, et où cette diversité est présente, où Dieu parle finalement la langue du peuple à qui il s'adresse, et c'est tout l'enjeu, tout l'intérêt en fait de ce travail, de mettre en exergue les différents proverbes, les différentes sagesses, les différents symboles, pour rappeler ce principe d'unité. Eh bien, merci beaucoup, Chauki Dervish, d'être venu nous rendre visite et de faire ce travail sur la perception de l'unité. Je vous remercie. Julien Talpin, je crois que j'ai perçu que vous regardiez ce sujet avec grand intérêt. Quelle est votre réaction ? Effectivement, je crois qu'on a besoin de ce genre d'initiatives et de pratiques. Ce qui me semble intéressant, c'est que parfois, le dialogue interreligieux paraît quelque chose d'abstrait, ou on ne sait pas comment véritablement il se décline. Et là, voilà, c'est le dialogue interreligieux en pratique. Très concrètement, ça insuffle cet art, et je crois qu'on en a plus besoin que jamais. Ici, à Roubaix, par exemple, on a une association qui s'appelle Roubaix Espérance, qui existe depuis une vingtaine d'années, qui vise précisément à structurer ce dialogue interreligieux. On a besoin aussi qu'elle dépasse peut-être simplement le cercle des représentants religieux qui la font vivre, et qu'elle nourrisse véritablement les pratiques des citoyens, et que ça s'incarne en pratique. C'est-à-dire que le dialogue interreligieux ne peut pas rester simplement qu'un dialogue, on a besoin de faire ensemble aussi. Homero Maranghi-Peria, il est vrai qu'on a l'impression, et c'est aux sociologues que je pose la question, que la communauté musulmane a un désir de se faire plus présent de manière visible dans la société. Qu'est-ce que ça révèle, si c'est le cas ? Alors, je ne parlerai pas de communauté musulmane au singulier, mais plutôt au pluriel, dans le sens où l'élément religieux est un élément parmi d'autres. Il y a le facteur de classe sociale, on a des lieux de sociabilité au sein de quartiers populaires, par exemple. Il y a l'élément culturel également, où on a tout un ensemble d'associations qui développent des activités où elles peuvent se réclamer de l'islam, mais également d'une tradition culturelle particulière. Et il y a surtout des individus. Et le facteur religieux, c'est un facteur qui, comme l'a très bien exprimé Chauki Dervish dans votre entretien, c'est quelque chose qui va transcender le tout, qui va transcender l'action. Eh bien, puisque nous parlons de transcender l'action, on va parler d'une personne qui a une double culture. Il est pianiste, il veut parler aux oreilles humaines et faire voir la beauté. Voici le portrait de Yannick Sediki. Donner à voir de la musique pour ceux qui n'entendent pas.
C'est le pari fou relevé par le pianiste Yannick Sediki et une équipe d'ingénieurs. Il présente son concert nommé « Un regard sur la musique », l'un des nombreux projets de ce touche-à-tout. Formé au classique, il se dirige naturellement vers le jazz, une musique aux influences plurielles, tout comme lui. Il y a plein de musique, il y a un mélange de cultures. La musique, c'est le reflet de plein de sociétés, plein de systèmes, plein de pensées. Et du coup, je trouve ça hyper passionnant et puis percutant. Enfin, j'ai toujours été hyper actif et je pense que ça m'a vraiment, c'est vraiment écouter des nouveaux sons, aller chercher. C'est une source d'inspiration, première. L'ambition de ce concert est de permettre aux malentendants d'appréhender visuellement la musique. Pour résoudre le défi technique, les ingénieurs ont créé un mécanisme sur mesure. On a créé des cartes électroniques qui s'adaptent aux touches de piano par octave. Et à chaque fois qu'Yannick appuie sur une touche, il y a un petit capteur de lumière qui voit la petite différence de hauteur et qui nous dit c'est bon, il a appuyé. L'équipe effectue les derniers réglages durant les répétitions afin de s'assurer que les ordinateurs projettent bien les animations sur les 2 rideaux de tulle disposés sur la scène. On fait un très gros travail sur le fait de réussir à visualiser ce qu'il est en train de jouer. Et le but à terme, c'est vraiment de pouvoir enlever le son et comprendre la musique. Pour Yannick, la musique représente un miroir de sa propre identité. Initié au piano par sa mère, originaire du Nord, il a découvert en grandissant des mélodies orientales qui lui viennent de son père. Pour en savoir plus, il s'est rendu en Algérie sur les traces de ses racines familiales. Guidé par un cousin éloigné, il en est revenu avec des images plein les yeux et la tête. Et là, c'est ça. Là, il me dit tout ça, c'est l'espace qui t'est... C'est à toi, si tu veux. Cette vue-là, dans les petites... Non, c'est la zone de la petite Kabylie, on dit. Hein. Là-bas, c'est incroyable. J'avais besoin de faire ce voyage et mettre les pieds là où j'ai des racines. Voilà. Une partie de moi qu'il fallait que je comprenne, quoi. À la fin du concert, des malentendants présents dans la salle échangent leurs impressions avec Yannick et son équipe. Ensemble, ils évoquent la possibilité d'aller encore plus loin dans le projet. On aimerait, dans un futur proche, faire un workshop, et justement pour mieux travailler sur ce qu'on doit rendre en termes de visuel. Jamais à court de projet, Yannick Sediki rêve de retourner en Algérie pour donner un concert en plein air dans le chant de son grand-père. Bonjour Yannick Sediki. Bonjour. Alors vous parlez dans le sujet de votre double culture. Est-ce que vous avez été toujours aussi à l'aise ou c'est avec le fait d'avoir 2 origines ou est-ce que c'est un cheminement que vous avez dû faire? Je pense que j'ai toujours été à l'aise. C'est en grandissant, en réfléchissant, en ayant une envie de création un peu plus tard qu'on se pose un peu plus de questions, mais j'ai jamais senti de tension dans toute mon éducation et mon entourage. Et est-ce que votre quête musicale, c'est aussi une façon de rechercher un langage par lequel vous pouvez parler à toutes les communautés, à toutes les langues, en quelque sorte? C'est exactement ça. De pouvoir partager, arriver à toucher, mélanger le public, des classes sociales, les gens qui viennent de différents univers, différentes... parties du monde ou même différents milieux là avec ces malentendants, oui, ce projet de sourds et malentendants. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que essayer de rendre perceptible la musique aux malentendants, c'est presque symbolique peut-être de ce que la musique peut faire. C'est ça que j'ai voulu imaginer, arriver comment on peut aller toucher les gens avec du son alors qu'ils n'entendent pas. Et à la fois, il y a le challenge technique avec les ingénieurs, mais en même temps, en fait, c'était tout simple. Il fallait arriver à mettre des images sur ce que j'ai, mes inspirations, ce que j'ai dans toutes les créations,
Et j'en ai pas mal. Et je me suis dit, on peut essayer de communiquer cette musique via l'image. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette question de l'art semble tout à fait importante pour dialoguer avec l'autre et avec soi-même. Alors, l'un et l'autre, peut-être pourriez-vous nous dire pourquoi c'est l'art qui peut-être est la forme la plus à même de nous permettre de parler aux autres? Je vais vous donner une anecdote. Il y a quelques années de cela, quand je me suis intéressé de manière un peu plus profonde aux philosophes musulmans du Moyen-Âge, j'ai découvert que dans la lignée aristotélicienne, un Farabi, et il sera repris par d'autres philosophes musulmans, avait classé la musique dans le sous-ensemble des mathématiques. Oui. Et je me suis dit, tiens, il classe la musique comme sous-ensemble des mathématiques. Et quand on creuse, on voit que l'idée sous-jacente, c'est de refléter l'harmonie du divin. Donc le son doit être parfait, donc l'instrument doit être parfait. Il y a une dimension cosmique ici, dans la vision de l'homme, dans la vision du monde. L'art vient refléter cette harmonie du monde qui renvoie à l'unicité du divin, à la plénitude du divin. Alors bien entendu, il y a un gouffre entre cette vision et le fait, pour certains théologiens, de condamner la musique, de condamner toute forme d'art, etc. Si l'on reste dans cette vision globale, l'art est lié à une vision de la beauté. Je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui transcende les religions, les cultures et qui touche le cœur de l'homme. Oui, alors Julien Talpin, est-ce que vous pensez qu'en France, et par singulièrement dans les quartiers populaires, on a suffisamment encouragé cette voie de l'art et de la beauté pour aller vers une plus grande intégration? On l'a encouragé. Il y a eu un travail quand même important dans les centres sociaux, dans les MJC, etc., pour inciter à la pratique culturelle, artistique, sportive également, qui peut être un vecteur d'intégration. Est-ce que ensuite on a poussé vers la professionnalisation de ces carrières-là? C'est pas toujours si évident que cela. Après, il me semble que ce qui est intéressant dans la trajectoire de Yannick, c'est que ça montre bien toute la richesse et la chance que constitue pour notre pays le multiculturalisme. On a parfois tendance à penser que quand on a plusieurs origines, justement, elles s'opposeraient. Que si on soutient, par exemple, un jour l'équipe d'Algérie, on ne peut pas le lendemain soutenir l'équipe de France. En fait, en pratique, c'est bien souvent comme ça que ça se passe. Et les gens construisent des identités à trait d'union et leurs identités ne s'opposent pas, elles s'additionnent. Et les gens bricolent, c'est pas facile, en fait. Il faut laisser les gens un peu tranquilles et justement opérer cette quête de soi, de ses origines, et ne pas considérer qu'ils seraient pour cela moins français que les autres. Alors, l'art aujourd'hui, c'est aussi l'art de se mettre en scène dans des vidéos et de parler au plus grand nombre sur la toile. Je vous propose de découvrir un jeune médecin YouTuber. Il s'appelle Avicenne, mais attention, ça s'écrit A-V-I-S-C-E-N. C'est dans sa chambre aux allures de studio que Walid Mekedem donne vie à un personnage qu'il s'est créé de toutes pièces. Étudiant en médecine, il poste régulièrement ses vidéos sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde, c'est Avicenne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier stage en pédiatrie. Tournage, montage, mise en ligne, il fait tout seul depuis 4 ans. Walid a pris comme pseudonyme Avicenne, clin d'œil au célèbre médecin persan du Xe siècle, mais aussi en référence à sa foi musulmane. C'est pas quelque chose que je revendique au travers de mes vidéos, je suis pas en train de faire de la propagande, etc. Mais je pense que c'est important, d'être fidèle à ce qu'on est, de rester fier de ce qu'on est, tout en étant, discret, pas en le revendiquant sur tous les toits. Mais comme ça fait partie de moi, je me suis dit, si je continue ces vidéos pendant très longtemps et que le nom me suit pendant très longtemps, autant avoir un nom qui reflète un petit peu mon identité aussi. Le résultat est un témoignage décalé, tantôt sérieux, tantôt drôle, de sa vie d'étudiant, exprimé avec tous les codes du genre. Aujourd'hui, je reviens pour vous dire que ça y est, j'ai terminé mes 6 mois aux urgences. Alors franchement, c'est avec un pincement énorme au cœur que je vous dis ça. C'est vraiment... ça m'attriste quand même beaucoup. Son inspiration, Walid la puise dans son quotidien. Interne aujourd'hui, il voit enfin le bout du chemin après presque 10 ans d'études. J'arrive 5e année, je me dis
Ouais, c'est cool, mais si je devais en choisir une des spécialités, bah, je saurais pas trop. Je suis interne de médecine générale, ça dure 3 ans et je vais d'un hôpital en hôpital pour des périodes de 6 mois. D'accord? Donc j'ai fait urgence, médecine de vie, pédiatrie, gynéco, là je suis en psychiatrie. Il me reste encore 1 an et puis après j'aurai terminé. À l'université, il retrouve sa sœur Amel, étudiante en médecine comme lui. Elle suit le parcours de son frère avec un regard bienveillant sur ses vidéos. Quand il a commencé, qu'il n'était pas encore super célèbre comme aujourd'hui à la fac, bah, j'étais amusée, on va dire. Je me disais, ah, c'est sympa, mais genre sans plus. Et quand je suis arrivée à la fac, j'ai commencé à vraiment bien regarder parce que ça me concernait aussi, du coup. Et je me suis rendu compte aussi que les gens autour de moi aimaient vachement ce que faisait mon frère. Et moi, c'est juste mon frère, du coup, ça me faisait encore plus rire. L'influence et l'aura de Walid ne sont pas passées inaperçues, que ce soit auprès des étudiants ou des responsables de l'université. Il a un talent qui est à lui, il sait parler aux gens, il sait regarder une situation avec détachement, avec étonnement, un faux étonnement quelquefois, pseudo-naïf, mais qui passe bien. Walid semble s'accommoder de sa notoriété. S'il considérait ses vidéos comme un passe-temps, il aspire aujourd'hui à leur donner une dimension plus professionnelle. Le but, au bout d'un moment, c'était que ça prenne, justement. Donc c'était l'objectif, c'est-à-dire au début, je l'ai fait pour moi. Puis après, quand j'ai vu que ça plaisait un petit peu, j'ai dit, bah, je veux développer quelque chose qui, voilà, se diffuse à grande échelle. Avec des projets plein la tête, Walid reste toujours en quête de nouveaux défis à relever. Bonjour Abissène. Bonjour. Alors dans votre vidéo, vous faites, entre autres choses, souvent référence à votre foi musulmane. Vous avez une approche dans ces vidéos qui veut transmettre aux autres une autre image de ce qu'est la foi musulmane. Alors justement, comme je disais dans le reportage, ma foi musulmane, c'est pas quelque chose que je revendique tout le temps dans mes vidéos, etc. C'est quelque chose même dont je parle quasiment pas. Mais si on me pose la question, il n'y a pas de souci, j'y réponds ouvertement en disant que je suis musulman. Je peux parler aussi facilement de mes origines, en disant que voilà, je suis aussi français et que je n'ai pas caché ma foi ni mes origines et que j'ai le droit d'être français d'origine algérienne, musulman, et que j'ai envie de justement montrer une bonne image de cette génération où on est nombreux et malheureusement parfois avec une étiquette qui nous est collée du fait de plein d'événements sociétaux de l'époque. Je crois que vous avez beaucoup de projets, mais on ne peut pas encore trop en parler. J'ai eu des opportunités, des propositions, et du coup, bah voilà, j'ai beaucoup de projets en partenariat, en collaboration avec d'autres personnes qui, pour l'instant, forcément, sont en travaux, je sais pas comment on dit. Du coup, je peux pas trop en parler, mais c'est en préparation et c'est un petit peu compliqué du fait que je suis encore interne et qu'il me reste 1 an. Mais il y a des choses qui commencent à justement un petit peu voilà, se déboucher et d'ici les mois qui viennent, bah voilà, il y aura des nouveaux projets. Eh bien, nous vous souhaitons tout le succès et peut-être, qui sait, on en reparlera de ces projets. Ouais, merci. Alors là, on a vu des jeunes tout à fait à l'aise dans leurs activités, dans leur foi, dans leurs origines. Mais malheureusement, évidemment, il ne faut pas s'en cacher, que vous inspire en fait cette menace finalement de la radicalisation d'une tranche infime de la jeunesse en réalité. Je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Et ça, c'est très important pour nos téléspectateurs. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'extrémisme religieux violent, qui se traduit par des actes terroristes et qui est le fait d'une infime minorité de personnes qui ont basculé dans une idéologie mortifère. Ce ne sont pas forcément des gens qui étaient musulmans de longue date, qui ont une grande connaissance de la religion. Il y a d'un autre côté ce qu'on appelle le fondamentalisme religieux. C'est le fait de s'attacher à une vision de la religion qui va nous désocialiser en partie, ou en tout cas va mettre un écran entre nous et la société, comme si on voulait se protéger de choses qui sont impures. Et ça va se traduire par exemple, le refus de côtoyer une femme si on est un homme, etc., etc. Ça va se traduire aussi par des attributs de visibilité plus prononcés.
Ce n'est pas parce qu'une personne bascule dans le fondamentalisme religieux qu'elle va devenir une personne violente. Je pense qu'il est nécessaire de bien rappeler cela pour nos téléspectateurs. Mais à côté de cela, il faut le dire aussi, il existe des groupes religieux politisés qui sont issus de la matrice islamiste et qui, eux, essayent aussi de profiter d'une situation pour étendre ce qu'ils appellent le périmètre communautaire et faire en sorte que des musulmans se regroupent et vivent dans une espèce d'entre-soi en revendiquant des ajustements à la loi commune. Là, il faut être vigilant, effectivement. Oui, alors Julien Talpin, comment justement être vigilant et comment lutter en fait contre ces dérives de votre point de vue? À mon sens, le meilleur remède contre tous ces problèmes qui sont réels, c'est l'égalité. Au fond, la difficulté, à mon sens, dont souffre la société française, c'est une forme d'aveuglement face à toutes les inégalités qui la traversent, et y compris les inégalités et les discriminations qui touchent les gens issus de l'immigration et parfois les descendants de l'immigration maghrébine et les musulmans. Et donc, il y a un travail de la société française à faire pour elle-même, pour être un peu à la hauteur de ses idéaux et de sa devise. Moi, j'ai envie de dire, il faut laisser un petit peu les musulmans et les descendants de l'immigration tranquilles et faire justement ce bricolage identitaire tout à fait tranquillement pour que ils soient reconnus comme des Français à part entière. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, et c'est reconnaître au fond la banalité de ces formes parfois aussi d'entre-soi. C'est-à-dire qu'on a besoin de se retrouver parfois entre pairs qui font des expériences communes, et puis on a aussi besoin de se mélanger avec d'autres, et c'est les deux qui vont s'enrichir mutuellement. Et donc, détendons-nous. Oui, et au fond, c'est un peu ce que nous essayons de faire avec ces chemins de la réussite. On pourrait dire que ce qui est important, c'est qu'il y ait une émergence d'une classe moyenne qui sera à la fois économiquement plus à l'aise et aussi qui soit profondément nourrie d'éducation et d'art. Et finalement, c'est peut-être la conclusion qu'on peut tirer de tous ces exemples finalement très beaux et très inspirants qu'on vient d'évoquer dans ces deux émissions. Peut-être vous vouliez dire un mot là-dessus? Oui, et la majorité des musulmans sont désemparés, comme tous les citoyens, face aux actes terroristes, face à toutes les problématiques que vit la société. Et là, je pense qu'il faut, comme tu le disais précédemment, il faut prendre les choses vraiment à tête reposée et considérer que ces parcours d'intégration que nous avons vus dans ces deux émissions sont vraiment représentatifs de ce qu'est la majorité de la population musulmane, des citoyens musulmans dans ce pays. Ça, c'est très important. Je vous remercie. Vous avez fait la conclusion à ma place. Elle est excellente. Avant de nous quitter, donc, juste quelques livres pour aller plus loin. De vous, Homero Marangiu-Peria, Rouvrir les portes de l'islam aux éditions Atland. Et puis, un ouvrage collectif que vous avez dirigé, Julien Talpin, aux presses du Septentrion. Ça s'appelle « L'islam et la cité, engagement musulman dans les quartiers populaires ». De Chawki Derwish, « Le sacré comme inspiration ». C'est publié chez Derviland et c'est le livre que l'on a vu feuilleter dans le sujet. Leila Arslan a, quant à elle, écrit « Enfants d'islam et de Marianne, des banlieues à l'université » aux éditions PUF. Et puis un roman par Abdel Malik, L'islam au secours de la République, aux éditions Flammarion. Vraiment, je vous remercie chaleureusement d'avoir assisté à ces deux émissions. Je remercie aussi beaucoup la municipalité de Roubaix qui nous a accueillis au sein de l'Hôtel de Ville pour l'enregistrement de ces deux émissions. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. صلي وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا